Bonjour à toutes et à tous. Objectif de cet événement, deux parties. Une première partie pour évoquer un peu ensemble les actualités patrimoniales, fiscales du moment. Deuxième partie, on va rentrer un peu dans le vif du sujet de plusieurs questions patrimoniales qui nous sont régulièrement posées et j'en ai sélectionné une dizaine. N'hésitez pas s'il y a des questions sur lesquelles vous voulez avoir un avis ou quoi, ou des précisions, à réagir directement sur les commentaires de l'événement, sachant qu'on a une petite minute de décalage, donc vous inquiétez pas si je réponds pas tout de suite. Euh, Peut-être avant de commencer, je ne sais pas si tous ceux qui sont présents me connaissent, donc je me présente rapidement. Quentin Chancerol. Moi j'ai 33 ans, je suis pacsé, j'ai une petite fille de bientôt 8 ans. J'ai un parcours professionnel plutôt financier à l'origine, avec 8 ans dans un fonds d'investissement où je me suis occupé d'investir des fonds en capital dans des startups et des petites PME. Et j'ai rejoint Bastien dans l'aventure Pépite Urbaine en 2022, avec un objectif qui était de poursuivre le développement de la structure et surtout d'élargir l'activité de Pépite Urbaine vers le conseil patrimonial. Donc, je me suis formé en gestion de patrimoine pendant un an, et on a lancé avec Bastien, il y a à peu près 18 mois, l'activité de conseil patrimonial, qui vient en complément de l'activité historique, qui est l'investissement locatif clé en main. Donc, on s'amuse bien avec tout ça. Et puis, pour vous présenter un peu Pépite Urbaine et le reste de l'équipe, on a deux salariés, Héloïse et Christelle, qui s'occupent de toute la partie gestion locative et qui s'occupe aussi de gérer tout ce qui est aménagement des appartements qu'on achète pour nos clients. Donc, on a une petite équipe de 4 personnes basée physiquement à Nantes, et on gravite sur Nantes et Angers essentiellement. Voilà, donc première partie, l'idée c'était de faire un petit topo des actualités du moment, de commencer par une partie un peu plus IMO pour commencer, et puis après d'évoquer quelques sujets fiscaux de la rentrée. Euh, pour démarrer sur la partie IMO, un petit retour sur le marché, sur comment nous on voit les choses chez Pépite Urbaine là-dessus. Globalement, on a un marché immobilier, vous le savez, je pense, qui est assez tendu, hein, qui est assez complexe en ce moment. Alors, c'est lié à plusieurs facteurs, hein. Il y a eu une grosse évolution des taux d'intérêt, on va dire, sur ces 2 dernières années. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que les taux d'intérêt, ils se stabilisent. On va dire que sur 20 ans, aujourd'hui, on est entre 3% et 3,4%. Donc ça, c'est plutôt de nature à amener, on va dire, de nouveau des acquéreurs sur le marché. Malgré tout, on le voit, nous, tous les jours, hein, on achète pas mal de biens pour nos clients en ce moment. On n'a pas beaucoup de concurrence, donc on achète bien. Les prix ont baissé. Voilà, le marché globalement a baissé. Alors, par exemple, si on prend nous notre terrain de jeu sur Nantes et Angers, Nantes a un peu plus baissé que Angers, qui est resté relativement stable. Mais tout ça génère de très belles opportunités. Donc, bon, on en reparlera peut-être plus tard, mais l'immobilier globalement, le momentum est à peu près toujours le bon. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous achetez dans des conditions de marché, même mieux que le marché, vous faites une bonne affaire, vous allez mettre votre locataire, et sur 20 ans, vous faites une bonne affaire. Voilà. Malgré tout, aujourd'hui, on a plutôt une situation qui est assez favorable. Alors, sur le plan fiscal, l'immobilier, il a un petit peu évolué sur l'année 2025. Pour ceux qui sont déjà clients ou qui connaissent un peu notre activité, on accompagne régulièrement nos clients sur un statut qui s'appelle la location meublée non professionnelle, qui est un statut assez intéressant fiscalement et en termes de performance, puisque on fait de la location meublée. Et cette location meublée, elle a connu un petit peu d'évolution sur le plan fiscal sur 2025. Il y a deux éléments essentiellement qui ont bougé. La première, et c'est la plus importante, c'est que dans le modèle de la location meublée non professionnelle, on est en capacité d'amortir le bien, ce qui permet d'avoir un niveau de charge sur l'année qui est assez fort et qui nous évite de rentrer dans l'imposition sur les revenus qui sont générés par ces locations.
Donc ces amortissements aujourd'hui ne sont pas remis en cause, hein, on continue de pouvoir amortir le bien. En revanche, la grosse évolution, c'est qu'au moment de la cession de votre appartement, votre immeuble, dans le calcul de la plus-value, on va réintégrer les amortissements qui ont été déduits pendant la durée de détention. Donc ça, c'est un événement parce que historiquement, on ne réintégrait pas les amortissements qui avaient été déduits, ce qui était une aubaine fantastique et même une anomalie comptable assez forte, et on en avait déjà parlé sur nos réseaux. Cette anomalie comptable, elle est corrigée. En revanche, ça reste le LMNP aujourd'hui reste pour nous le mode de détention, d'exploitation le plus intéressant, puisque on continue de pouvoir amortir, donc on évite les impôts. Et le LMNP se faisant en détention directe, on bénéficie d'abattements pour durée de détention. Donc plus on détient le bien longtemps, moins on est imposé à la sortie. Donc même si ma plus-value, du fait de cette réintégration d'amortissement, elle grossit à la fin, si je détiens mon bien longtemps, et c'est quand même le sens de l'investissement immobilier, eh bien j'ai une imposition finale qui est assez faible. Voilà. Pour autant, on voit de plus en plus revenir des formats d'investissement en société civile, SCI à l'IS en particulier, qui bénéficient à peu près de la même fiscalité pendant la durée de détention, c'est-à-dire qu'on va pouvoir passer des amortissements, on va éviter l'impôt. En revanche, à la sortie, on paiera l'impôt, et là, on le paiera à l'impôt sur les sociétés, donc il n'y a pas d'abattement pour durée de détention, donc la société civile reste malgré tout un peu moins intéressante. Ça, c'est l'évolution. Et puis aussi, sur le LMNP aussi, on a perdu le crédit d'impôt sur les frais de comptabilité. Donc voilà, on va perdre à peu près 200-300 € sur une année. Donc pour les personnes qui, par exemple, ont un seul bien, ça peut voilà, réduire un petit peu la performance. Mais c'est un peu plus anecdotique pardon, par rapport à la réintégration des amortissements. Autre sujet d'actualité, et là on va plutôt rentrer dans les évolutions fiscales peut-être sur la loi de finances 2026. Il y a un sujet sur l'immobilier qui est en discussion, hein, c'est le statut du bailleur privé. Donc c'est issu d'un rapport qui a été fait par 2 parlementaires cette année, qui préconise de créer un statut particulier pour le bailleur privé pour, on va dire, essayer de rapprocher la fiscalité du meublé, qui est assez intéressante, de celle du nu, qui aujourd'hui ne l'est pas, puisque la fiscalité du nu, quand on ne fait pas de travaux, l'imposition est assez élevée, puisque c'est votre tranche marginale d'imposition plus les prélèvements sociaux. Donc on dépasse assez vite les 40% d'impôt sur des revenus fonciers en location nue. Donc il y a un objectif, c'est d'essayer de dynamiser le marché de l'investissement, tout en essayant d'aligner un petit peu les fiscalités entre le nu et le meublé, qui serait une très bonne chose. C'est une très bonne chose d'aligner le nu en le mettant à un niveau fiscal qui va ressembler au meublé, et pas l'inverse, parce que sinon, effectivement, on dynamise pas tellement l'investissement. Et là, le projet, ça serait de permettre à ceux qui détiennent de l'immobilier en direct et qui le mettent en location nue, de pouvoir amortir le bien au même titre que si on était en meublé. Donc ça, c'est un effet qui est automatique sur le niveau d'imposition, hein. On va retrouver le même principe que sur le meublé, c'est-à-dire qu'on aura un résultat chaque année qui sera à 0 ou négatif, donc on n'aura pas d'imposition le temps qu'on amortisse le bien. On pourrait éventuellement suramortir, c'est-à-dire amortir un peu plus fortement si on décide soi-même de se mettre sur un loyer abordable. Donc tout ça, c'est à définir, mais en tout cas, ça peut permettre aussi, pour ceux qui souhaitent permettre l'accès à leur logement dans des conditions plus favorables, d'avoir aussi un avantage fiscal en face. Et puis, il y avait un souhait aussi dans ce rapport de sortir de l'impôt sur la fortune immobilière, le fameux IFI, tous les biens qui étaient loués à des locataires qui en font leur résidence principale, pour justement venir dynamiser ce marché-là au détriment d'un marché Airbnb ou d'un marché XY qui ne serait pas de la résidence principale. Donc ça, c'est plutôt, enfin, nous, on accueillerait très, très favorablement ce statut du bailleur privé. Pour être très honnête, moi, j'ai assez peu d'espoir malgré tout, parce que je crains, mais peut-être que je me trompe, qu'on va essayer de regarder un peu l'impact très court terme des mesures. Et l'impact très court terme qu'on peut identifier sur cette mesure, c'est que ça coûte de l'argent à l'État. De manière très court terme, on va sortir des gens de l'impôt qui étaient avant et qui ne le sont plus grâce à ce dispositif.
Donc la crainte, c'est qu'on fasse des calculs un peu court-termistes et qu'on n'aille pas au bout de la démarche qui, à mon avis, est plutôt saine, puisqu'on va potentiellement aligner des fiscalités qui sont aujourd'hui assez différentes, rendre de l'intérêt à la location nue et venir dynamiser un marché qui est aujourd'hui un peu sclérosé, qui a un peu de mal à se relancer. Et la croissance, elle passe aussi par le fait qu'il y a un marché dynamique, il y a de l'emprunt, il y a des gens qui investissent. Et donc, je pense qu'à terme, à horizon de quelques années, c'est un dispositif qui serait très favorable globalement à l'économie française. Autre sujet fiscal, bon, ça va être globalement de trouver des leviers pour améliorer le budget. Donc, il y a la taxe Zuckman qui a été évoquée, qui fait un peu le buzz de partout, même si, a priori, notre Premier ministre a déjà dit qu'il n'irait pas là-dedans. En tout cas, il va se passer des choses. La fiscalité va probablement évoluer. L'idéal serait qu'il y ait un panel, un package entre guillemets un peu global d'évolution de la fiscalité et en même temps des économies aussi côté État, puisqu'on a un État qui consomme beaucoup et augmenter la fiscalité passerait pas, probablement pas, s'il n'y a pas ça s'accompagne pas d'un projet global de réduction des coûts de structure. Donc voilà, donc on est assez attentif, on attend impatiemment le projet de loi de finances pour savoir un petit peu comment ça va évoluer. Il y a un élément sur lequel nous on est assez là, un élément un peu sensible qui va probablement être touché dans les années à venir, c'est tout ce qui est transmission. Aujourd'hui, et l'ancien Premier ministre parlait des boomers, alors avec des termes pas forcément très, très chouettes, mais c'est une réalité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une tranche de la population qui vieillit. Il va y avoir, dans les 15 ans qui viennent, 9 000 milliards d'euros de transmission entre générations. Ça, c'est un enjeu fiscal absolument gigantesque. Donc, c'est un levier potentiel pour l'État aussi. Il y a des grands débats qui existent, un peu philosophiques sur le sujet, de savoir si c'est normal d'hériter, pas hériter. Est-ce que ça creuse les différences sociales, etc. Bon, on peut avoir différents avis. En tout cas, l'enjeu, il est assez important. L'enjeu aussi en termes de transmission, c'est que globalement, quand vous transmettez, vous êtes assez vite taxé dans une tranche à 20%. Donc, vous allez transmettre du patrimoine qui, lui, a déjà été taxé antérieurement pour arriver dans votre patrimoine à vous. Et à votre décès, il va être fiscalisé en moyenne, vous serez dans la tranche d'à 20%. Donc, au bout du bout, on a une fiscalité qui est quand même déjà relativement lourde. Mais en tout cas, ça va probablement faire partie des sujets qui vont être étudiés compte tenu de la manne financière que ça représente. Donc, voilà, l'enjeu, ça va être d'anticiper au maximum. Et ça, c'est notre job aussi à nous, dans l'accompagnement de nos clients, dans le conseil qu'on leur apporte, d'étudier ces transmissions et de les anticiper au maximum pour faire baisser la note finale. Dernier point d'actualité, c'est un petit sujet, mais vous êtes peut-être plusieurs dans ce cas-là. Il y a un sujet sur les plans d'épargne logement. Les PEL, il y a eu une évolution de la réglementation sur les PEL en 2011. Donc tous les PEL qui ont été ouverts après 2011, ils ont 15 ans de vie et au bout de 15 ans, ils se ferment automatiquement. C'est rebasculé sur un compte livret classique très peu rémunéré. Donc faites attention à ça. Si vous avez des PEL qui ont été ouverts en 2011, l'année prochaine, 2026, ils vont basculer en livret classique et la rémunération sera beaucoup moins intéressante. Voilà. Voilà pour la partie actualité. Ce que je voulais vous dire, n'hésitez pas à réagir s'il y a des questions, etc. On va rentrer dans la deuxième partie, qui est une partie, on va rentrer un peu dans le concret de 10 questions patrimoniales qui sont des questions fréquentes que nous posent nos clients ou qu'on évoque avec nos clients. Alors, il y en a qui sont plutôt civiles, il y en a qui sont plutôt financières. L'idée, c'est d'abord, on va faire le financier et puis on va aborder les questions civiles à la fin. Parce qu'en fait, au départ, je voulais démarrer par une question assez sympa qui est puis-je déshériter un de mes enfants? Bon, on en a parlé un peu avec l'équipe ici. On s'est dit que c'était peut-être un peu rude de démarrer par ça, donc on va finir par cette question.
à la fin. Et on va commencer d'abord par le financier. La première question qu'on évoque régulièrement et qu'on nous pose souvent, c'est faut-il privilégier l'investissement immobilier ou l'investissement financier? Ça, c'est une question euh, hyper récurrente et assez légitime de se dire bah, j'ai un petit peu d'argent, qu'est-ce que j'en fais et surtout, est-ce que c'est le bon moment, pas le bon moment Donc, pour répondre à cette question, évidemment, je vais répondre ça dépend. Et ça dépend de pas mal de choses. Le premier critère, c'est l'âge que vous avez, puisque l'intérêt de l'investissement immobilier, c'est d'emprunter, c'est de faire un effet de levier. Et donc, plus on est jeune, plus on a accès au crédit, plus c'est facile. Donc, quand on est un peu plus jeune, on a intérêt, et la jeunesse, c'est vraiment un levier extraordinaire pour investir, d'aller plutôt chercher de la dette et de faire de l'investissement immobilier, puisque ce qu'on voit, c'est que les performances à long terme, du fait de cet endettement, du fait de cet effet de levier, eh bien, votre argent sera mieux rémunéré dans un investissement immobilier à effet de levier que sur un placement financier, aussi risqué soit-il. Donc, vous avez intérêt plutôt au départ à utiliser votre capacité d'endettement euh, pour aller chercher de l'immobilier. L'objectif aussi derrière, c'est que vous avez une fiscalité sur l'immobilier, on en pense qu'on veut, et on en a parlé un peu en introduction, mais la fiscalité immobilière, elle est fantastique. Faut pas se tromper dans le canal qu'on choisit et l'exploitation qu'on choisit, mais il y a un élément génial dans la fiscalité immobilière, c'est la taxation de la plus-value. Elle est incroyablement basse, c'est-à-dire que par le fait des abattements pour durée de détention, alors il faut attendre longtemps, mais au bout de 30 ans, vous n'avez plus aucune fiscalité, ni impôt sur le revenu, ni prélèvements sociaux. Je vous mets au défi de trouver un autre placement, qui soit financier, etc., sur lequel il n'y a pas de fiscalité du tout. Les prélèvements sociaux, on les retrouve à peu près tout le temps. C'est assez rare qu'on les enlève. Et là, dans la plus-value immobilière, si on garde notre bien longtemps, donc il faut jouer ce jeu-là, il faut le garder longtemps, eh bien, on a une fiscalité à la fin qui est extrêmement avantageuse. Alors évidemment, l'immobilier, par contre, c'est pas liquide. Donc voilà, la contrepartie, c'est de se dire que par principe, c'est pas liquide. Évidemment, et nous, je vois comment nous on fonctionne. On va, et c'est pour ça qu'on reste sur des grandes villes, Nantes, Angers, c'est que justement, on veut aller chercher cette liquidité. C'est-à-dire que demain, vous avez besoin d'argent, il s'est passé un truc, voilà, il faut pouvoir vendre ce bien et le vendre vite, dans de bonnes conditions. Et donc, c'est pour ça qu'il faut bien choisir les emplacements dans lesquels on achète. Le financier, de l'autre côté, il est beaucoup plus liquide, évidemment. C'est facile. Un placement, c'est pas très compliqué à organiser. Par contre, il n'y a pas d'effet de levier. Donc, seul l'argent que vous mettez, vous, va travailler. Alors que quand vous faites de l'IMO, bon, il y a aussi l'argent de la banque qui travaille. Donc, globalement, ça va évidemment dépendre de votre âge. Plus vous avancez, plus vous allez vous porter plutôt sur des placements financiers. On va en parler un peu après aussi, mais évidemment qu'il faut les deux. Mais en tout cas, il ne faut pas opposer les deux. Je pense que c'est une erreur d'opposer les deux. Ça dépend du moment dans lequel on se situe. Et en tout cas, tant qu'on est jeune et qu'on peut emprunter, ça paraît être la bonne solution. Deuxième question qu'on aborde là aussi souvent avec nos clients, l'assurance vie. Comment ça fonctionne? Ça, c'est un peu le placement préféré des Français. C'est plutôt légitime, je trouve. Comment ça fonctionne? Parce qu'en fait, je pense qu'il y a une méconnaissance du fonctionnement de l'assurance vie et de l'ensemble de ses qualités, mais c'est aussi un produit qui a des défauts. L'assurance vie, nous, on a tendance à se dire souvent que c'est le papier cadeau, c'est une enveloppe. Et après, on met des choses dedans. L'assurance vie, c'est le papier cadeau. Dedans, il y a deux compartiments. Un compartiment qui va s'appeler fonds euro, un compartiment qui va s'appeler unité de compte. Ces deux compartiments, ils fonctionnent de manière assez similaire, mais avec à l'intérieur des produits qui sont différents. Le fonds euro, c'est un fonds sécurisé qui est proposé par l'assureur chez qui vous souscrivez votre contrat, qui est un fonds garanti. L'argent qui est à l'intérieur est garanti par l'assureur. Le taux de rendement, il est corrélé au niveau de risque que vous prenez. Vous ne prenez pas de risque, le taux de rendement est plutôt faible. En ce moment, on va être sur des taux autour de 3%, entre 2,5 et 3,5, on va le dire comme ça.
Et de l'autre côté, vous avez les unités de compte. Les unités de compte, c'est la jungle, pour, euh, pour le dire clairement. C'est plein de possibilités, plein de sociétés de gestion qui se proposent aux assureurs pour placer les fonds de leurs clients. Et on va dire que ces sociétés de gestion, elles ouvrent des unités de compte qui ont des thèmes. Donc il y en a qui vont gérer que de l'action européenne, que de l'action américaine. Il y en a qui vont plutôt investir sur de l'obligataire, de la dette d'entreprise ou d'État. Il y en a qui vont plutôt être sur du monétaire. Voilà. Et puis ça peut se faire par zone géographique, Asie, Europe, etc. Et il y a une société de gestion derrière qui va gérer ces fonds-là. Donc, et c'est là qu'il faut y faire attention, c'est que l'assurance vie, elle a un défaut, c'est que il peut y avoir plusieurs couches de frais. Et une assurance vie, elle peut fonctionner très bien comme elle peut fonctionner très mal. Et c'est pas forcément parce que c'est une assurance vie, ça dépend surtout de ce que vous mettez à l'intérieur. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une assurance vie, il y a plusieurs personnes, plusieurs entités qui vont intervenir. D'abord, il y a celui qui va vous ouvrir l'assurance vie, qui va vous accompagner sur l'ouverture et sur l'allocation que vous allez faire, c'est-à-dire sur quoi vous allez placer vos fonds. En général, cette personne-là, elle va facturer des frais d'entrée pour cet accompagnement. Donc là, vous avez une première rangée de frais qui est one shot au départ. Ensuite, l'assureur qui propose le contrat, lui, il va se rémunérer sur la gestion de ce contrat. Et là, c'est ce qu'on appelle des frais d'enveloppe, des frais de gestion, qui sont en général autour de 1%. Et ça, c'est chaque année, c'est pas one shot, c'est tous les ans sur le flux qui est placé sur l'assurance vie, vous avez 1%. Et puis sur les unités de compte, ensuite, vous avez, et là c'est la foire de nouveau, vous avez des frais par unité de compte en fonction de la société de gestion qui va gérer les fonds derrière, en fonction des placements qu'elle fait, si c'est une gestion active ou plutôt passive. Et là, ça peut aller de proche de zéro si vous mettez votre argent sur des ETF. Hein. Les ETF, c'est des trackers, ça suit un indice. C'est ultra diversifié. Et ça demande peu de gestion puisque c'est un modèle on va répliquer le marché américain, par exemple. Donc là, les frais sont très faibles. Et vous avez des gestions qui facturent cher, 2,5-3%, parce qu'elle va avoir une gestion très active, très avec des gens derrière qui vont bosser pour permettre d'améliorer la performance. Donc là, par contre, il faut y faire très attention parce que pour le coup, les frais peuvent être assez importants et ça vient forcément grignoter votre performance. Deuxième sujet sur l'assurance vie, c'est la fiscalité. La fiscalité est assez intéressante puisque sur un contrat d'assurance vie, alors vous pouvez retirer l'argent quand vous voulez. Hein. Ça, c'est un peu aussi, et encore TF1 cet été qui a fait une bêtise en disant que l'assurance vie était bloquée pendant 8 ans. Hein, c'est faux. L'assurance vie, vous mettez de l'argent dessus, vous pouvez le retirer le lendemain. C'est quand vous voulez. La différence, c'est la fiscalité n'est pas la même entre une assurance vie qui a moins de 8 ans et une assurance vie qui a plus de 8 ans. Une assurance vie qui a moins de 8 ans, vous voulez retirer de l'argent, vous allez retirer, mettons, 20% du contrat. Eh bien, vous allez recevoir votre argent et sur la quote-part de plus-value qui a été générée entre le moment où vous avez mis votre argent et le moment où vous le retirez, cette quote-part de plus-value, donc uniquement la quote-part de plus-value, pas tout ce que vous retirez, juste la plus-value, vous allez être fiscalisé, en principe, c'est le choix général, à la flat tax, donc 12,8% d'impôt sur le revenu, 17,2% de prélèvements sociaux, soit 30%, juste sur la plus-value de nouveau. Si votre assurance vie dépasse les 8 ans, là, vous avez un système d'abattement, donc jusqu'à 4 600 € par personne de plus-value. Vous ne payez pas la partie impôt sur le revenu. Vous payez uniquement les prélèvements sociaux, les 17,2% de prélèvements sociaux. Donc ça rend l'investissement en assurance vie assez intéressant, puisque à partir de 8 ans, tout ce que vous générez comme plus-value ensuite, si vous retirez de la plus-value après 8 ans, vous êtes fiscalisé uniquement à hauteur de 17,2%, ce qui est plutôt très, très intéressant. Et donc ça, dans la limite de 4 600 € de plus-value par personne, donc 9 200 € dans un couple, donc ce qui fait déjà un bon niveau de plus-value. Et pour moi, l'intérêt presque le plus important de l'assurance vie, c'est pas tellement le fonctionnement dans la durée, puisque on l'a dit, c'est quand même un placement intéressant. Mais là où c'est vraiment intéressant, c'est au moment du dénouement du contrat. Donc le dénouement du contrat, ça veut dire quoi? C'est le moment où il s'arrête parce que l'événement pour lequel il avait été ouvert s'est produit. Et l'événement, c'est le décès de l'assuré. Et à ce moment-là, on a une fiscalité là aussi qui est très intéressante puisque
Donc, on appelle ça la clause bénéficiaire. Quand vous ouvrez un contrat d'assurance vie, vous rédigez une clause bénéficiaire dans laquelle vous allez définir à qui va l'argent si vous décédez alors que vous avez encore le contrat dans les mains. Gros avantage de cette clause bénéficiaire, c'est que vous pouvez mettre absolument n'importe qui, presque. Vous n'avez pas le droit de mettre certaines personnes qui éventuellement vous accompagnent dans votre fin de vie, vous avez pas le droit de mettre votre notaire. Voilà. Il y a quelques personnes, vous n'avez pas le droit de mettre votre conseil patrimonial. Il y a quelques personnes qui sont interdites, mais vous pouvez, dans cette clause bénéficiaire, mettre n'importe qui ou presque. Ça, c'est un gros avantage aussi parce que si vous mettez un tiers, enfin, si vous voulez faire un testament et dire bah, je veux qu'il y ait 10 000 € qui aillent à mon jardinier, bah, ce jardinier, il va payer 60% de droits au moment de votre succession, alors qu'en assurance vie, il paye 0. Et pourquoi il paye 0? Parce que cette clause bénéficiaire, elle est non fiscalisée jusqu'à 152 500 € par bénéficiaire. Dès lors que les sommes que vous avez mises sur l'assurance vie, vous les avez mises avant vos 70 ans. Voilà. Donc ça, c'est exceptionnel. C'est un abattement de 152 000 € par bénéficiaire, c'est énorme. Ça vous permet de passer outre la fiscalité successorale pour un montant significatif. Si vous mettez de l'argent sur une assurance vie après 70 ans, c'est plus 152 500 € par bénéficiaire. Ça descend à 30 500 € pour tous les bénéficiaires, donc c'est beaucoup moins intéressant. Mais bon, ça reste quand même intéressant puisque toute la plus-value qui est embarquée, vous ne payez pas vraiment sur la plus-value parce que votre contrat, il part directement à vos bénéficiaires. Voilà, donc l'assurance vie, c'est un super levier de placement, mais aussi et surtout, je trouve, super levier de transmission. La question suivante, c'est vaut-il mieux investir en compte titre, en PEA ou en assurance vie? Alors, donc on parlait du papier cadeau tout à l'heure, hein, l'assurance vie, c'est un papier cadeau. Ça, c'est d'autres papiers cadeaux. Le compte titre, le PEA. Alors, bon, vous avez vu, hein, je réponds pas toujours vraiment aux questions. Là, je vais pas non plus y répondre clairement. Je vais vous donner les clés pour faire vos choix et comprendre que chaque papier cadeau a son intérêt. L'intérêt du compte titre, c'est que c'est hyper simple un compte titre. Vous l'ouvrez dans n'importe quelle banque ou plateforme financière. Vous avez accès à un nombre de supports le plus élevé possible. Hein. Le compte titre, vous pouvez mettre absolument n'importe quoi à l'intérieur, des actions, des obligations, des produits structurés, plein de choses différentes. En revanche, la fiscalité, elle n'est pas très avantageuse, elle n'est même pas avantageuse du tout, puisque la fiscalité du compte titre, c'est une fiscalité classique où vous allez être imposé sur vos revenus de capitaux mobiliers, donc soit l'impôt sur le revenu, mais en général, on choisit plutôt la flat tax. Les fameux 30% dont on parlait tout à l'heure, eh bien, le compte titre, que vous ayez plus de 8 ans, moins de 8 ans, peu importe, vous paierez la flat tax de 30% sur les plus-values. Avantage qui peut être un peu méconnu du compte titre, c'est que contrairement aux deux autres, PEA et assurance vie, le compte titre, il est transmissible. On peut donner un compte titre, on peut le donner de manière démembrée, uniquement en propriété. Et ça, c'est un avantage assez important puisque au moment où on fait cette donation, on purge la plus-value. D'une partie en tout cas, et le fait de pouvoir le donner en nue propriété permet là aussi de passer une partie de la valeur de ce compte titre ne sera jamais fiscalisée, la partie usufruit en l'occurrence, puisque au moment du décès du donateur, cet usufruit s'éteint et rejoint la nue propriété pour former la pleine propriété. Donc il y a de l'intérêt aussi sur la transmission sur le compte titre, ce qui pour le coup est un peu moins vrai par exemple pour le PEA. Le PEA en revanche, il a des avantages. Alors le PEA, plan d'épargne en action, ça aussi c'est un produit bancaire qui peut être ouvert par n'importe qui. On peut en avoir qu'un seul par personne, enfin PEA et PEA PME, je rentre pas dans les détails, mais on peut en avoir un. Voilà. L'intérêt du PEA, c'est que là, vous avez un avantage fiscal à partir de 5 ans de détention. À partir de 5 ans de détention, vous n'avez plus de fiscalité sur l'impôt sur le revenu. Donc un peu comme l'assurance vie au bout de 8 ans, mais là c'est au bout de 5. Et surtout, vous pouvez retirer, remettre un peu comme vous voulez, alors que si vous le faites avant 5 ans, ça casse le plan d'épargne. L'inconvénient du PEA, c'est que vous allez être un peu contraint sur les supports. Donc c'est forcément des supports actions. En principe, c'est forcément des supports actions en Europe. Maintenant, on voit de plus en plus de produits arriver qui sont des produits qu'on pourrait appeler des produits hybrides ou des produits qui font de la réplique d'indices. Et on peut réussir dans un PEA à faire rentrer une réplique d'un indice américain, par exemple, dans un PEA qui est censé être européen.
Donc ça permet d'élargir aussi un petit peu les possibilités pardon, d'investissement. Et puis l'assurance vie, on en a parlé un petit peu, mais on a assez peu parlé des supports. Là, ce qui est intéressant dans l'assurance vie, c'est la quantité de supports possible, elle est très importante aussi. Souvent un petit peu moins que le compte titre. Compte titre est plus flexible sur le nombre de supports qu'on peut intégrer. Mais chez la plupart des grands assureurs, la gamme possible d'investissement dans les assurances vie est très importante. Et surtout, on a accès à quelque chose qu'on a accès nulle part ailleurs, c'est le fameux fonds euro. Le fonds euro, c'est un placement garanti par l'assureur et ça a de la valeur quand même, hein, puisque souvent c'est un peu un produit d'appel aussi sur lesquels il y a des bonus. Voilà, donc on est capable d'aller chercher un petit peu de performance là-dessus. Et on l'a dit juste avant, hein, c'est un très gros levier de transmission, l'assurance vie, ce qui est un peu moins vrai pour les autres. Voilà pour cette question. N'hésitez pas à réagir, hein, je ne sais pas s'il y a des questions, mais normalement je les vois arriver s'il y en a. Question suivante, c'est quelle est la répartition idéale de placement financier entre liquidité, actions, obligations, les différents supports possibles? Alors je ne vais pas forcément entrer dans l'ultra détail parce que c'est pas ce qu'il faut retenir, mais il y a une chose qui est très importante et nous, c'est vraiment quelque chose qu'on présente à nos clients systématiquement quand on fait un bilan patrimonial, c'est la répartition justement de ces liquidités. Et la première étape, le premier étage, c'est vraiment l'épargne de précaution. C'est ce qui vous est nécessaire pour aller vous coucher le soir et être serein et se dire qu'il peut vous arriver un petit pépin, vous allez réussir à gérer. Et ça, c'est assez personnel, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vivent très bien avec j'aime bien parler en mois de revenus d'avance. Il y en a qui vivent très bien avec 3 mois de revenus d'épargne de précaution. Il y en a d'autres qui vont avoir besoin d'un an. Ça, c'est assez personnel, c'est assez subjectif. On n'est pas tous fichus pareil là-dessus. Donc, c'est à vous de définir, et nous, on fait ce travail-là avec nos clients, de savoir un peu, est-ce que je suis mal à l'aise si j'ai 3 mois? Est-ce que je suis déjà plus à l'aise à 6? Ou est-ce qu'il me faut 12? Parfois, il me faut plus. Et ça, c'est à vous de le définir. Et cette épargne de précaution, globalement, il faut qu'elle soit placée sur un support très liquide et sécurisé, donc du livret A, du livret de développement durable, de l'assurance vie en fonds euros, des supports comme ça. Et alors faites attention quand on vous dit, il y a plein de gens qui vous disent ah ouais mais le livret il est mal rémunéré, c'est pas un bon placement. Bon moi c'est un truc qui me fait bondir. Le livret c'est pas un placement, c'est de l'épargne de précaution. Votre objectif avec le livret c'est pas de gagner de l'argent. Voilà, c'est d'avoir des économies de côté en cas de coup dur pour avoir de la liquidité instantanément et si possible que ça perde pas trop de valeur entre-temps. Mais évidemment, quelqu'un qui laisse son livret A ou qui fait 4 livrets A à tous ses enfants et qui fait que du livret A toute sa vie, globalement, il va perdre de l'argent parce que l'inflation sera supérieure à la rémunération du livret A. Mais encore une fois, le livret A, c'est pas un support de placement, c'est un support d'épargne de précaution. Et puis ensuite, le reste du financier, une fois qu'on a construit cette épargne de précaution, on l'emploie sur effectivement des placements qui peuvent être plus ou moins risqués. Alors évidemment, l'action, c'est ce qu'il y a de plus risqué en principe. L'obligataire l'est un peu moins. L'obligataire, c'est tout ce qui est dette d'État ou dette d'entreprise. Comment je vais répartir tout ça? Ça va dépendre de plusieurs critères. Le premier, c'est mon horizon de placement et donc souvent mon âge. C'est-à-dire plus je suis jeune et plus j'ai un horizon de placement long terme, plus je peux me permettre d'aller prendre du risque et d'aller prendre plutôt des supports actions. Pourquoi? Parce qu'à long terme, la volatilité des actions que je vais mettre dans mon portefeuille vont être atténuées par la durée de détention. Plus je détiens longtemps, plus je diminue mon risque. Et ça se comprend, hein. Si j'achète une action et que 3 mois après, elle a perdu moins 10, mais 4 mois après, elle a repris 10. Voilà, il y a une fluctuation qui est importante. Donc, je prends un risque assez important si mon horizon de placement est court. Voilà, donc l'âge et l'horizon de placement va définir aussi la répartition entre du support action et du support obligataire. Sachant que le niveau de risque sur les supports actions, et nous, on aime beaucoup proposer ça à nos clients, les fameux ETF dont je parlais tout à l'heure, sont des trackers, sont des sortes de paniers d'actions. Ça permet là de diversifier le risque, de mettre énormément d'actions dans le même produit et donc de réduire le risque au maximum.
Et d'ailleurs, les grilles de notation en termes de risque sur les ETF, en général, sont assez bas. C'est-à-dire que c'est des produits qui sont considérés comme assez peu risqués. Donc, quand on fait de l'action, nous, on aime bien faire ça, puisque l'avantage, c'est qu'on diversifie beaucoup. C'est-à-dire qu'on voilà, on prend un panel assez important. Deuxième élément, c'est qu'en général, c'est des produits sur lesquels il y a très peu de frais. Donc, vous allez répliquer de manière très proche la performance réelle du marché. Par rapport à un schéma, vous avez une société de gestion qui va gérer l'argent et qui lui facturer cette prestation. Sur de l'ETF, vous avez très peu de frais. Et puis le dernier élément qui va faire varier un petit peu cette quotité entre de la liquidité, de l'obligation, des actions, c'est votre profil de risque à vous. Là, pareil, tout le monde est différent. Il y en a qui sont prêts à prendre beaucoup de risques, d'autres qui veulent absolument une sécurité la plus forte possible. Et ça, ça se travaille par un questionnaire de risque qu'on fait quand on investit au départ et qui va nous donner un niveau de risque auquel vous êtes prêt à aller. Et donc, évidemment, si vous avez un niveau de risque faible, probablement on ne mettra pas ou très peu de marché action. Et si vous êtes prêt en revanche à prendre un niveau de risque un peu plus élevé, on mettra de l'action. Nous, globalement, les profils classiques qu'on voit et les allocations qu'on propose le plus souvent à nos clients, mais encore une fois, c'est au cas par cas, c'est, on va dire, un tiers de, si je prends l'assurance vie, c'est un tiers de fonds euros, surtout qu'en général, les premières années, il y a des bonus, c'est un peu leur façon d'attirer les clients. Donc, on a des fonds euros qui sont plutôt bien rémunérés. Un tiers d'obligataires, donc de la dette d'entreprise, dette d'État, et un tiers de marché action, plutôt sur des schémas ETF où on va répliquer de manière très proche la réalité du marché pour éviter qu'il y ait trop de frais et pas de performance. Voilà un petit peu ce que nous on fait. Nouvelle question, quel est l'intérêt d'ouvrir un PER? Un PER, c'est un plan d'épargne retraite. Alors, sujet pareil, assez important, on en entend beaucoup parler, beaucoup le voient comme un levier d'économie d'impôt. Alors, c'est partiellement vrai, mais pas que. On va parler du PER uniquement sur son compartiment versement volontaire, parce que pour que vous puissiez comprendre, si vous ne connaissez pas le principe du PER, il y a 3 compartiments. Il y a un compartiment où on fait des versements volontaires libres. Il y a un compartiment qui est tout ce qui est intéressement collectif dans votre entreprise, donc l'intéressement, la participation, vous pouvez verser sur votre PER, donc ça c'est le compartiment 2. Et un troisième qui s'appelle le compartiment obligatoire chez certaines entreprises, directement sur votre fiche de paye. Vous avez une cotisation PER tout de suite qui est imposée par l'entreprise et qui part sur ce compartiment-là. On va laisser ces 2 derniers compartiments de côté, ils sont un peu moins récurrents. Ils sont importants quand même, ils sont intéressants et on en reparlera pour ceux que ça intéresse si vous le souhaitez. Le premier compartiment, c'est les versements libres. C'est là-dessus, en général, qu'il y a pas mal de marketing, d'appels des assureurs ou des conseillers patrimoniaux pour dire investissez en PER au mois de décembre, à la fin de l'année, vous allez réduire vos impôts. Bon, méfiance avec ça, parce que c'est vrai, vous allez réduire vos impôts. C'est-à-dire que les versements volontaires sont déductibles de vos revenus. Donc, je mets 10 000 euros d'investissement PER, je vais retirer 10 000 euros au niveau de mes revenus. En haut, quand je fais ma déclaration de revenus, je vais soustraire 10 000 euros de mes revenus. Et donc, si je suis imposé dans une tranche à 30% d'impôt, j'économise, c'est vrai, instantanément, 3 000 euros d'impôt au moment où je fais ce versement. Ce que certains oublient de dire sur le sujet, c'est que ils oublient de dire 2 choses en général. La première, c'est que c'est bloqué. Le plan d'épargne retraite, il est bloqué. Il est débloquable sous certaines conditions. La plus favorable étant l'acquisition de votre résidence principale. Mais je dirais que c'est la seule vraiment qui est utilisée. Les autres cas sont un peu plus exceptionnels. Et le deuxième élément qu'on oublie souvent de dire, je dis on, c'est ceux qui commercialisent les PER à tout va, c'est que l'économie d'impôt qu'on fait au départ, du coup, on la perd à la sortie. C'est-à-dire qu'au moment où vous sortez du plan d'épargne retraite, que ce soit par rachat partiel, rachat anticipé, ou au moment où vous partez en retraite et que vous retirez votre contrat, tout ce qui est à l'intérieur et qui a été défiscalisé à l'entrée sera refiscalisé à la sortie. Que ce soit la partie capitale que vous avez mis, mais aussi la partie plus-value qui a été générée dans le contrat. Et ça, c'est important de le comprendre parce que vous avez l'impression de faire une économie d'impôt, ce qui est vrai, mais si vous retirez, par exemple, 5 ans après pour acheter votre résidence principale, votre économie d'impôt, elle est de zéro, puisqu'en réalité, vous avez fait une économie de 30% à l'entrée, vous allez probablement les repayer au moment où vous allez sortir le contrat.
Et ça, c'est vraiment important de le comprendre parce que c'est pas une aubaine, le PER. Ce qui est intéressant dans le PER, c'est vraiment d'avoir cette vision long terme, puisque je fais cette économie d'impôt instantanément. Et cette économie d'impôt, je vais la mettre au travail en quelque sorte, puisque je vais l'investir dans le PER. Et globalement, dans le PER, on a à peu près les mêmes supports, on a accès aux mêmes supports qu'en assurance vie. Donc, on a des supports assez sympas qui peuvent être assez dynamiques. Là, on peut se permettre d'aller chercher éventuellement un peu plus de marché-action parce qu'on a une vision assez long terme de notre investissement. Et donc, on peut aller chercher des performances intéressantes. Et c'est là que ça a du sens, c'est que l'économie d'impôt que je fais au départ, je vais la faire travailler, je vais générer de la plus-value et je repaierai de l'impôt à la sortie, mais entre-temps, j'ai quand même gagné un peu plus que si j'avais payé mon impôt dès le départ. Donc, l'intérêt du PER, il est là. Pour moi, et surtout, il faut y faire attention en termes de volume, en termes de montant. Il ne faut pas être trop attiré par cette économie d'impôt instantanée. Il faut surtout se rappeler que c'est bloqué, qu'en principe, on la récupère qu'à la retraite. Donc, voilà, il faut y aller avec parcimonie. C'est un placement qui est intelligent, qui est bien, mais voilà, dans une volumétrie assez raisonnable pour garder aussi des liquidités. Voilà pour le PER. Donc là, on a fini un petit peu avec la partie plus financière. On va passer sur la partie un peu plus civile, moi, sujet qui me passionne et sur lesquels les impacts des familles qu'on accompagne est assez important. C'est-à-dire qu'on sous-estime souvent l'impact de l'organisation civile de la famille. Et donc, on va regarder quelques sujets. Le premier, c'était, et c'est une question qu'on nous pose d'ailleurs régulièrement, mais en fait, on n'a pas la réponse. Voilà, spoil. C'est quel est le meilleur régime matrimonial? Et en fait, c'est une question qui est rigolote parce que, évidemment, ça dépend. Les régimes matrimoniaux, il y en a plein. On dit souvent qu'il y a la communauté d'un côté et la séparation de biens de l'autre. Mais en réalité, il y a plein de subtilités un peu partout. Des régimes matrimoniaux, on pourrait en fabriquer 30 si on voulait. Mais bon, pour rester simple, on a un enjeu principal quand on parle de régime matrimonial, c'est qui il veut protéger et à quel niveau. Qui je veux protéger parce qu'en fait, selon le régime, on va plus ou moins protéger son conjoint et dans d'autres régimes, on va plus ou moins protéger ses enfants, ses héritiers. Ou soi-même, parce que le régime matrimonial sert aussi en cas de divorce et il y a aussi des impacts. Globalement, on a d'un côté les régimes communautaires. Donc le régime communautaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on met en commun notre patrimoine. Soit on le met en commun à partir du moment où on se marie. Ça, c'est la communauté légale réduite aux acquêts. Donc ça, c'est le régime que vous avez si vous ne faites pas de contrat de mariage. C'est-à-dire que tout ce que vous achetez à partir du moment, tout ce que vous achetez, tout ce que vous percevez comme revenu, à partir du moment où vous êtes marié, devient commun. Sont exclus de la communauté les donations reçues, les successions reçues. Ça ne rentre pas dans la communauté, ça reste un bien propre. Le deuxième régime communautaire le plus connu, c'est la communauté universelle, qui fonctionne à peu près de la même façon, avec quelques différences néanmoins. C'est que là, on ne fait plus de différence avant, après mariage. Tout ce qui appartient aux époux au jour du mariage devient commun, y compris ce qui est antérieur au mariage. Et par principe, sauf si on écrit autrement dans le contrat, tout ce qui vient de succession ou de donation devient aussi commun. Donc, il y a du transfert de famille potentiellement vers l'époux, l'autre époux, puisque même en cas de divorce, on va séparer la communauté en deux. Et donc, s'il y a des biens de famille qui sont arrivés dans la communauté, eh bien, en cas de divorce, ils changent de famille. En cas d'héritage aussi. Donc, ça, c'est important. On a régulièrement le cas où, en communauté universelle, on met des clauses d'attribution intégrale. Ça veut dire qu'au moment du décès du premier époux, l'ensemble du patrimoine part chez l'époux survivant et on n'ouvre même pas la succession. Tout le patrimoine bascule directement à l'époux survivant. Ça a des limites, ce système-là, surtout quand il y a des enfants non communs. Et ça arrive de plus en plus d'avoir des familles recomposées. Là, ça peut créer des déséquilibres et les enfants peuvent réclamer. Les enfants non communs peuvent dire là, vous êtes en train de me déshériter en faisant ça, donc moi, je veux ma part. Voilà, ça, c'est des choses qui sont possibles. Et puis de l'autre côté, on a les régimes séparatistes, où là, les patrimoines des époux sont séparés, ils le resteront. Et chacun fait sa vie, entre guillemets, dans son coin, chacun a ses revenus, chacun a son patrimoine.
Voilà. Après, il y a des régimes hybrides dans lesquels on peut mettre un petit bout de communauté dans de la séparation de biens. Et voilà. En tout cas, ce qu'il faut retenir sur le régime matrimonial, c'est que c'est un levier extraordinaire, et c'est quelqu'un de pacsé qui vous le dit, hein. C'est un super levier, c'est un formidable outil de protection entre conjoints. Et surtout, on fait ce qu'on veut, entre guillemets, on peut quasiment tout faire, tout est possible avec les régimes matrimoniaux. C'est pour ça que nous, on passe beaucoup de temps à écouter nos clients là-dessus, à comprendre ce qu'ils veulent, à comprendre le niveau de sécurité qu'ils veulent entre eux, pour définir le régime matrimonial le plus adéquat. Et d'ailleurs, on peut même, si les deux époux n'ont pas tout à fait le même avis sur le devenir de leur patrimoine, on peut faire en sorte qu'il y ait des différences de traitement entre les deux époux. Donc tout est possible sur le régime matrimonial, et je pense que c'est ça qu'il faut retenir. Et donc, parlez-en avec vos notaires. C'est un levier assez formidable. Question suivante. On reste dans le civil. Faut-il rédiger un testament ou une donation entre époux? Bon, évidemment, ça fait un peu rapide comme question dit comme ça, mais alors évidemment, la donation entre époux, c'est que entre époux par définition. Donc les personnes qui sont soit en concubinage, soit pacsées n'y ont pas accès. La donation entre époux, elle est géniale, pour le dire très directement, puisque quand vous êtes marié, d'office, le Code civil prévoit que l'époux survivant, il a le droit à 2 choix en présence d'enfants communs. Quand il y a des enfants non communs, il n'y a qu'un seul choix. C'est soit 100% en usufruit du patrimoine de l'époux prédécédé, soit un quart en pleine propriété. Et quand il y a des enfants non communs, on n'a pas le choix, c'est forcément uniquement un quart en pleine propriété. Ce qui est déjà un niveau intéressant, puisque ça permet à l'époux survivant de récupérer une partie du patrimoine de l'époux prédécédé. Mais la donation entre époux permet d'aller plus loin. Et c'est là où ça a un intérêt, c'est que, un, c'est optionnel, on n'est pas obligé de l'exercer, et deux, ça va nous permettre d'accéder à une quotité du patrimoine de l'époux prédécédé plus importante. À savoir, ça crée 2 options supplémentaires, hein, cette donation entre époux. Soit cumuler les deux, c'est-à-dire un quart en pleine propriété, 100% en usufruit. Donc, on a tendance à dire le 3 quarts, 1 quart. 3 quarts en usufruit, 1 quart en pleine propriété. Soit le cumul des 2 autres propositions initiales, soit la quotité disponible. Et ça, la quotité disponible, elle dépend du nombre d'enfants. Si vous avez un seul enfant, c'est un demi. Si vous avez 2 enfants, c'est un tiers. Si vous avez 3 enfants, c'est un quart. Et donc, la quotité disponible en pleine propriété. Donc, ça augmente le nombre de choix. Deuxième effet très intéressant de la donation entre époux, c'est que ça déclenche quelque chose qui s'appelle le cantonnement et qui permet de choisir ce qu'on laisse passer aux enfants. Donc, l'époux survivant va pouvoir dire bah, ça je prends, ça je laisse passer. Et ça, c'est uniquement grâce à la donation entre époux. Ça fonctionne aussi avec le testament. Ça ouvre les mêmes perspectives de cantonner ce que l'on touche. Et ça, ça apporte vachement de flexibilité. Et donc, c'est hyper intéressant. Donc, donation entre époux, oui, énorme intérêt. C'est flexible, ça augmente le nombre de possibilités, ça coûte pas très cher à mettre en place. Donc, très intéressant pour protéger son époux. Si vous n'êtes pas dans cette logique-là, il n'y a pas forcément un intérêt très fort, mais en tout cas, ça donne des possibilités. Et le testament, alors oui, le testament, il est aussi possible quand on est marié, hein, on peut tout à fait faire un testament aussi. Il a surtout un intérêt pour les couples pacsés, puisque quand on est pacsé, le partenaire de Pacs, on ne dit pas conjoint en Pacs, on dit partenaire de Pacs, n'est pas héritier légal de son partenaire. Donc, s'il n'y a pas de testament, le partenaire de Pacs ne touchera rien. D'ailleurs, si vous êtes en concubinage, donc non pacsé, non marié, vous ne touchez rien non plus, évidemment. Mais si vous faites un testament et que vous êtes en concubinage, vous êtes considéré aux yeux de la loi comme un étranger, donc vous allez payer 60% d'impôts, enfin 60% de droits au moment de la succession. Donc, on encourage évidemment les personnes qui vivent en couple à minima à se paxer avec un testament, ce qui permet déjà de dire tu vas hériter de quelque chose et tu ne seras pas fiscalisé puisque depuis 2007, les partenaires de Pacs, au même titre que les conjoints dans le mariage, ne sont pas fiscalisés sur les successions entre eux.
Donc c'est très intéressant aussi, voilà. Donc oui, testament, très important, qui plus est quand, on est dans une situation de PACS, et donc donation entre époux, très intéressant aussi. Nouvelle question, toujours sur le plan civil: comment optimiser la transmission de mon patrimoine tout en réduisant les droits de succession? Énorme levier, beaucoup de choses à faire sur ce sujet-là, sachant que, soit on subit ce que le code civil prévoit, soit on anticipe. Et on peut anticiper beaucoup de choses sur le plan successoral, et c'est là que c'est très intéressant. Il y a 3 grands leviers pour optimiser sa succession tout en réduisant les droits à la sortie. D'abord, c'est d'utiliser les abattements personnels que nous avons en donation. Quand on veut faire une donation, le principe général, c'est qu'on va se frotter à ce qu'on appelle les droits de mutation à titre gratuit. Je donne quelque chose gratuitement, j'ai des droits de mutation à payer. Et là, le barème, c'est le barème successoral quand on est en ligne directe, ça commence à 5 jusqu'à 45 sauf qu'il y a des abattements. Et les abattements, il faut les utiliser quand on peut, évidemment. Il ne faut pas se déposséder de quelque chose dont on n'a pas envie de se déposséder, mais quand on peut, il faut les utiliser, puisque en ligne directe, donc parent-enfant, on a 100 000 € d'abattement par parent, par enfant. Donc, ça vaut le coup, puisque ces 100 000 €, ils ne seront pas fiscalisés. Ces abattements de 100 000 €, ils sont renouvelés tous les 15 ans. Donc, plus on donne tôt, plus potentiellement on peut avoir de tickets d'abattement à utiliser. Ce sont les mêmes abattements, la donation et la succession. Donc, si jamais vous faites une donation de 100 000 € et que vous décédez dans les 15 ans, bon, vous avez utilisé les mêmes abattements, donc vous n'allez pas les retrouver au moment de votre succession. D'où l'intérêt d'anticiper au maximum. Là, si je vous parle des 100 000 € d'abattement par enfant, mais il y a d'autres abattements qui existent. Le don exceptionnel de somme d'argent, on en parlera peut-être juste après, je crois. Il y a des abattements qui existent aussi transgénérationnels, entre les grands-parents et les petits-enfants. Donc c'est intéressant à utiliser. Deuxième élément qui peut permettre d'alléger la fiscalité, et là, cette fois-ci, sans se déposséder complètement, c'est de faire des donations avec réserve d'usufruit ou des donations en nue propriété. C'est-à-dire que je vais donner un bien, mais je vais le donner uniquement en nue propriété, ce qui va me permettre de garder l'usage et les fruits générés par ce bien. Donc communément, on prend l'exemple de l'immobilier, mais le démembrement de propriété, ça peut être sur tout, pas uniquement sur l'immobilier, mais en général, c'est ça. Donc je donne un bien, je peux donner ma résidence principale, je peux donner un locatif. Prenons l'exemple du locatif, je donne un appartement qui vaut 150 000 € à mes 2 enfants. Je fais une donation partage en nue propriété, chacun a la moitié de l'appartement en nue propriété. Je continue de percevoir les fruits, parce que je vais garder l'usufruit. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que plutôt que de payer de la fiscalité ou des droits sur 100% de la valeur de l'appartement, je vais payer uniquement sur la valeur de la nue propriété. Et cette valeur dépend de l'âge de l'usufruitier. Donc plus vous donnez tôt, plus la nue propriété vaut peu cher. Et donc, on est peu fiscalisé au début, et plus on vieillit, plus la nue propriété vaut cher. Donc ça, c'est un super intérêt, puisque ça veut dire que la valeur du usufruit du bien que je donne ne sera jamais fiscalisée, puisqu'à par définition, l'usufruit est viagé. Au moment de votre décès, l'usufruit n'existe plus. Et donc, le nu propriétaire devient plein propriétaire d'un bien sur lequel il a été fiscalisé à hauteur de peut-être 60%, plutôt que les 100% de valeur de pleine propriété. Troisième élément, le plus intéressant aussi, on en a parlé, je vais pas revenir dessus très longuement, mais c'est la partie assurance vie. 152 500 € d'abattement pour les assurances vie sur lesquelles on a mis des fonds avant 70 ans, c'est formidable et c'est un super levier. Et on peut aussi faire du démembrement sur les clauses bénéficiaires, on pourra en reparler pour ceux que ça intéresse. Il me reste 2 questions. La première, c'est: puis-je donner de l'argent à mes enfants sans payer d'impôts? Eh bien, oui, c'est possible. Même aux petits-enfants, c'est possible aussi. Il y a plusieurs façons de le faire. Il y en a 3. On peut donner de l'argent de manière officielle et sans fiscalité dans 3 schémas. Le premier, c'est le présent d'usage. Présent d'usage, c'est pas très bien défini par la loi d'ailleurs, mais c'est le cas où je fais un cadeau de manière spontanée dans le cadre d'un événement particulier, donc un anniversaire, la réussite d'un examen, l'arrivée d'un enfant, etc. Faut que ce soit dans le cadre d'un événement particulier, et il faut que ce soit dans un volume qui
est cohérent avec le patrimoine que je détiens. Donc, je ne peux pas donner 90% de mon patrimoine en présent d'usage. Ça, c'est retoqué, évidemment. Mais j'ai un patrimoine d'1 million d'euros. Si je donne 1 000 euros à mon enfant pour la réussite de son examen, personne ne va venir m'embêter. Donc, c'est une première façon, le présent d'usage. Le deuxième, c'est le don exceptionnel de somme d'argent qu'on appelle plus communément le don Sarkozy, qui est un dispositif qui permet de donner 31 865 euros par an, par enfant, de manière gratuite, sans droit, et en plus des abattements de 100 000 euros dont on parlait juste avant. Donc, on peut cumuler tout à fait, et c'est le troisième point, c'est la donation classique des 100 000 euros d'abattement, plus le don Sarkozy, 31 865. Et c'est aussi avec ce don-là qu'on peut donner en tant que grand-parent aux petits-enfants. Alors, la fenêtre de tir, elle est assez réduite, puisqu'il faut que le grand-parent ait moins de 80 ans et le petit-enfant soit majeur. Donc, en général, la fenêtre de tir, elle n'est pas ultra extensible. Et les grands-parents ont, malgré tout, en plus de cet abattement Sarkozy de 31 865 euros, ils ont un deuxième abattement du même montant, presque 32 000 euros, de donation en direct, directement aux petits-enfants. Donc ça peut être intéressant de les utiliser, puisque c'est des abattements qui n'existeraient pas autrement, puisque dans le cadre successoral, les grands-parents, ce sont les enfants qui héritent, et pas les petits-enfants. Donc les abattements dont on vient de parler, ils n'existent pas dans la voie successorale. Donc c'est intéressant de réfléchir, quand on est grand-parent et qu'on a un petit peu de liquidité et qu'on n'en aura pas besoin, de transmettre directement aux petits-enfants. Ce qui permet de réduire là aussi la facture. Et puis, dernière question, la fameuse de tout à l'heure, du début, puis-je déshériter un de mes enfants? Eh bien, la réponse qu'on est censé tous faire, c'est non, on ne peut pas déshériter un enfant. Un enfant est ce qu'on appelle héritier réservataire. Donc, quand on regarde au moment d'une succession qui va hériter, il y a plusieurs héritiers possibles, mais il y en a qu'on ne peut pas déshériter, ce sont les enfants. Ils ont une part de réserve, on appelle ça comme ça. Quand on a un enfant, cette part de réserve, c'est 1/2 de la succession. Quand il y a 2 enfants, c'est 2/3. Quand il y a 3 enfants, c'est 3/4. Et plus d'enfants, c'est toujours 3/4. Et les enfants se partagent cette réserve. Donc, théoriquement, on ne peut pas décider de déshériter un enfant. Il a toujours le droit, même si moi, je sais pas, je rédige un testament et je dis je fais un legs universel de l'ensemble de mon patrimoine à ma partenaire de Pacs. Techniquement, j'ai le droit de l'écrire. Mais évidemment, moi j'ai une fille, elle va lever la main, elle va dire: attendez, mais moi j'ai la moitié de réserve. Et donc elle va voir le notaire, elle dit: moi je demande une réduction de la succession qui doit aller à la partenaire de Pacs de mon papa, et moi je veux récupérer ma quote-part de réserve héréditaire. Donc techniquement, on peut pas déshériter un enfant, c'est pas possible. Il y a évidemment quelques leviers de réduction de cette part de succession. On a vu tout à l'heure l'assurance vie. L'assurance vie, c'est un levier intéressant, puisque on peut mettre n'importe qui en bénéficiaire. Alors évidemment, c'est un petit peu encadré, il y a de la jurisprudence sur le sujet, mais qui a plutôt tendance à laisser libre choix à l'assuré, et il y a eu assez peu de cas de réintégration dans la succession. Mais et c'est un terme un peu technique, quand on estime que les primes sont manifestement exagérées, donc j'ai mis beaucoup plus d'argent que je n'aurais dû sur mon assurance vie, le juge peut dire que c'est pas normal, il n'y avait pas à avoir tout cet argent sur cette assurance vie, et que ça a été fait à des fins de déshériter les héritiers classiques, réservataires. Et donc, on réintègre à ce moment-là dans la succession. Puis après, il y a un schéma très simple pour déshériter un enfant. Alors, c'est pas ce que je préconise, mais c'est de consommer. Consommer de votre vivant, votre patrimoine, et à ce moment-là, l'héritage sera plus faible, évidemment. Ça paraît simple comme ça, mais c'est assez évident. Bon, voilà, c'était une petite question un peu farfelue pour terminer. Merci beaucoup à tous d'avoir suivi ce live. 1 heure tout pile, il est 13h. N'hésitez pas à m'écrire, n'hésitez pas à réagir sur l'événement, à commenter. Je me ferai un plaisir de revenir vers vous, d'échanger. En tout cas, nous, voilà, on est mobilisés, on développe à fond notre activité de conseil de famille, et on serait ravis de vous accompagner
Si le format vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un petit message, même personnel, ça peut être sympa. On attendait 12 000 personnes, on a été un tout petit peu moins. Bon. Allez, merci à tous et à très vite. Au revoir.